Victor Vázquez. Ce nom, il ne vous dit probablement rien aujourd'hui. Et pourtant, eh bien, c'est lui qui devait être le GOAT du football. Devant Léo Messi, devant Maradona, devant Pelé. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous ses coéquipiers de l'époque à la Masia, avec Cesc Fabregas en première position. Et alors, que s'est-il passé? Pourquoi, pendant tout le temps où Léo Messi raflait les titres et les ballons d'or du côté du FC Barcelone, ce joueur errait dans des championnats mineurs à s'accrocher comme il le pouvait à son rêve et au football qui l'a tant maltraité? La faute à qui? Pep Guardiola, la Masia, le football, la malchance? Les réponses, elles sont multiples. Alors dans Call Interview, on va se pencher sur ce dossier qui est croustillant, plein de rebondissements et surtout, symbole d'une descente aux enfers. C'est parti les amis. Avant de continuer dans l'histoire de Victor Vázquez, s'il te plaît, abonne-toi, soutiens le projet Call Interview. On a besoin de toi, besoin d'agrandir la communauté pour recevoir des invités plus prestigieux les uns que les autres et puis partager des histoires comme celle d'aujourd'hui. C'est parti mon ami. On enchaîne, tu vas te régaler. Masia en espagnol, ça peut vouloir dire comme ça peut vouloir dire ferme, mais dans le monde du football, on a un peu tendance à le traduire par pépinière de talent, tant les noms de légendes qui en sont sortis sont nombreux. On peut parler de Guardiola, on peut parler de Busquets, de Xavi, de Puyol, d'Iniesta ou même de Fabregas. Et puis il y a ce nom symbolique de toute une génération, de tout un centre de formation, voire d'un club, Léo Messi. Pourtant, toute cette génération 87, elle ne va pas utiliser un des noms que je vous ai indiqués comme surnom pour la surnommer. Non, on va plutôt parler de la génération Vázquez. C'est dire à quel point ce joueur, pourtant méconnu du grand public, eh bien, était fort, était supérieur à la moyenne, qui était pourtant bien élevé dans cette génération 87. C'est pas moi qui le dis, on peut s'appuyer sur des discours, sur des témoignages de joueurs qui sont issus de cette génération, qui sont issus de ce centre de formation, à commencer par l'ancien milieu et capitaine de l'équipe d'Arsenal, Fabregas. Nous avions une super équipe, mais tout le monde savait que Victor était le meilleur. L'histoire de Victor Vázquez, elle commence le 20 janvier 1987 à Barcelone, évidemment. Et il est né d'un papa qui lui aussi tapait le ballon en tant que professionnel, s'il vous plaît. Son niveau oscillait entre la 2e et la 3e division. Un joueur honorable, honnête, qui a fait ses performances et qui a continué jusqu'à l'âge de 40 ans quand même. C'est à souligner. Les parents de Victor se séparent alors qu'il n'a que 4 ans. Et comme beaucoup d'autres, pour combler au manque, la douleur, eh ben, il décide de taper le ballon. Et ça devient un peu plus qu'un amusement. C'est quelque chose qu'il fait tout le temps, partout et beaucoup, à tel point que son père va l'inscrire dans un club local à l'âge de 9 ans. Et dans cette saison, il va réussir la performance remarquée, particulièrement remarquée, de claquer un triplé face à un adversaire de renom, le FC Barcelone. Alors évidemment, j'ai pas besoin de te faire un dessin. Tous les recruteurs s'excitent, s'enjaillent, tout le monde veut signer le gamin, tout le monde veut signer la pépite, mais hors de question. Papa Vázquez dit non. À 9 ans, on s'amuse et rien que ça. On sera obsédé par la victoire. Plus tard, le gamin doit profiter de son innocence. Alors il va gagner 2 saisons. 2 années d'innocence. Le petit Victor a tapé le ballon avec ses copains avant de sauter dans le grand bain et signer, je te le donne en 1000, à la Masia. C'était une grosse décision parce qu'avec le Barça, tu dois gagner tout le temps. Je ressentais cette pression d'aller dans cette équipe où à chaque instant, tu dois montrer que tu es le meilleur. Au centre de formation, Victor Vázquez, il découvre presque une autre discipline, un autre sport, un autre football, dans lequel le cerveau est presque aussi important, si ce n'est plus, que les jambes. Ça, c'est inhabituel. Et surtout, il y a une autre façon de fonctionner. À la Masia, peu importe l'entraîneur, peu importe la tranche d'âge, c'est la même philosophie de jeu qui est prônée, qui est partagée. Il a même été jusqu'à être coaché par un certain Tito Vilanova, qui est devenu plus tard l'entraîneur de l'équipe première et qui a évidemment été à l'origine d'une grosse émotion du football international au moment de sa disparition. Cela facilite les choses car rien ne change d'année en année et vous savez exactement ce que l'on attend de vous. Cette équipe, elle était imbattable, imprenable. C'était courant de les voir taper des adversaires 10 voire même 15-0. C'est ce que Fabregas, qui en a fait partie de cette génération, croit même se souvenir d'un score de 32-0. C'est n'importe quoi, c'est plus du football. Tito Vilanova se souvient qu'une fois, en moins de 3 minutes de jeu, ses joueurs menaient déjà 3-0. Il s'est alors retourné vers son adjoint et lui a dit « Qu'est-ce que tu veux que je leur dise à la mi-temps quand tu mènes déjà 3-0 ? Quoi corriger? Quoi dire pour les motiver ?» Cette génération, c'était n'importe quoi, n'importe quoi.
Quand Messi est arrivé en Catalogne, beaucoup de ses coéquipiers ont pensé qu'il était muet. Pourquoi? Parce qu'il lâchait pas un mot, il était timide comme pas deux. Jamais il ne s'exprimait, jamais on entendait le son de sa voix. Alors, un bizutage en bonne et due forme s'imposait. Il fallait le débloquer, changer la situation pour qu'il se sente enfin à l'aise, que ce soit sûr comme en dehors des terrains. Accrochez-vous les amis, l'anecdote, elle est chargée quand même. Une fois arrivé à l'hôtel, Messi est allé dans sa chambre avec Cesc pour poser ses affaires. Mais pendant le dîner, Piqué a complètement vidé la pièce, comme un cambriolage. Ils ont tout pris, le lit, la PlayStation, le sac de sport. Il ne restait rien. Après le repas, tout le monde est retourné dans sa chambre. Cesc et quelques autres joueurs ont regardé Messi rentrer dans la sienne. Il était en état de choc, le visage figé. Il ne savait pas quoi dire. Quand on lui a expliqué que c'était une forme de rituel, cela lui a permis de se libérer. Devant, Léo et Victor, c'est la régalade. Ils ont trop de talent, ils sont trop forts. Alors, évidemment, quand on claque tous ses adversaires par des scores aussi impressionnants que ceux que je vous ai cités, faut se trouver d'autres challenges pour rester motivé, pour rendre le match intéressant. Alors, ils se sont créés un petit duel dans le duel. Et tous les deux essayaient de se tirer la bourre. Quand l'un mettait un doublé ou un triplé, l'autre répondait le match d'après, en tout cas faisait tout pour, en claquant un but de plus que la prestation qu'avait sorti son coéquipier la semaine précédente. Quand c'est comme ça, les conséquences, elles sont terribles. Que ce soit pour les coéquipiers qui voient des joueurs devant qui sont presque choquants de talent, mais surtout pour les adversaires qui en prennent des buts. En veux-tu, en voilà, dans toutes les formes, toutes les situations, c'est n'importe quoi. Alors oui, on pourrait craindre pour cette génération dorée qui enchaîne les victoires avec autant de facilité, qu'elle se démobilise, qu'elle perde en motivation. Mais non! Parce que la priorité, c'est l'équipe première. C'est le but qui est intégré et imprégné dans la tête de chacun de ces gamins. L'équipe A. On veut briller dans le grand FC Barcelone. On a tous déjà entendu au moins un pote nous expliquer qu'il était tellement fort au foot qu'il aurait dû devenir professionnel. Mais bon, problème de croissance, ligaments croisés ou même un coach tellement jaloux qu'il l'a malmené, empêché d'intégrer les centres de formation, font qu'aujourd'hui il est encore plus nul que toi au quartier. Pour Victor Vázquez, le souci c'est que c'est un peu la vérité. Oui, il aurait dû remporter une Coupe du Monde, oui, il aurait dû remporter des ballons d'or, c'est pas le cas aujourd'hui et c'est un peu la faute à son physique. Premier élément de réponse. Pourquoi? Parce que dès qu'il est adolescent, il a tendance à aller loin dans ses efforts, à tel point que son corps ne suit pas. Et quand on est ado au sein du centre de formation de la Masia, pendant lequel chaque seconde est importante parce qu'à chaque seconde, tu deviens plus fort. Eh bien, si on est mis sur la touche, on perd un peu le fil. On est largué tant physiquement que footballistiquement parlant. Et pendant qu'il va voir tous ses coéquipiers de l'époque, que ce soit Piqué ou encore Fabregas prendre la direction de la Première Ligue, ou même Léo Messi prendre la direction de l'équipe première, lui est cantonné à l'équipe réserve, en équipe C, puis B, mais on a du mal à lui donner sa chance en équipe première. Pourquoi ? Parce que les attentes, elles étaient tellement importantes, on le plaçait tellement haut qu'on a du mal à le faire gravir les échelons. Finalement, il va avoir sa chance en 2008 grâce à Frank Rijkaard. Le coach néerlandais, jusqu'ici, l'avait inscrit à 3 reprises sur la feuille de match, mais sans jamais vraiment le faire entrer en jeu. Donc, plutôt frustré le gamin. Mais ça va être le cas. À la 32e journée de Liga, face au Recreativo Huelva, il aura droit à 10 minutes de jeu. 10 minutes de bonheur, mais ça suffit à le rendre heureux et à marquer sa vie et sa carrière. Je m'en souviendrai toujours, parce que j'ai joué aux côtés de Ronaldinho et Eto'o, et là, je me suis dit waouh. La saison suivante, ça se complique un peu parce qu'il y a l'arrivée de Pep Guardiola sur le banc barcelonais et que lui, il est bien au courant de tout ce qui s'est passé en équipe de jeunes parce qu'il est tout simplement passé par là en tant que coach. Et puis devant, difficile de se faire de la place avec les Eto'o, Henry, Messi. Il n'y a pas la place pour le jeune Victor Vázquez. Au milieu de terrain aussi, c'est complet. Pourquoi? Parce que Xavi, Iniesta, Busquets rayonnent. Il y a même Yaya Touré qui galère à avoir 10 minutes de jeu. Et puis il y a ce sextuplé historique qui est raflé par le FC Barcelone. Comment te faire de la place? Alors pendant que les trophées s'empilent et que Messi gagne son premier ballon d'or, notre ami Victor Vázquez, il est cantonné à l'équipe B. Il n'y a pas le choix. Pep Guardiola est déjà rassasié en termes de talent offensif. Cette saison-là, il va quand même avoir droit à une titularisation, une seule et unique, parce que Pep Guardiola va lui donner sa chance. Dans quel contexte? On est en Ligue des Champions, dernier match de poule face au Shakhtar Donetsk, et le Barça est déjà assuré de sa qualification. Ça va pas bien se passer, à tel point que le Barça va enregistrer une première défaite, sa seule défaite de cette campagne européenne, 3-2. Pas de quoi donc faire changer d'avis Pep Guardiola. Alors il va retourner en équipe B, et 2 mois plus tard, lors d'un match face à Villarreal,
Eh ben, le jeune joueur va se broyer le genou sur le terrain. La douleur est vive, intense, à tel point que le médecin va intervenir, lui remettre le genou en place. Le joueur Victor Vázquez va essayer de tenir son rang et de retourner sur le terrain. Mais quelques minutes plus tard, il va s'écrouler. La douleur est trop importante, la blessure, elle, est trop grave. Il ne peut continuer. Au sortir des terrains, scanner, examen plus approfondi. Et la terrible nouvelle va être révélée au joueur, il est out pendant plus d'1 an. Lors de son développement en tant que jeune au sein de la Masia, il avait déjà été ralenti par des pépins physiques. Cette fois-ci, ça va vraiment être un handicap pour lui qui va être un premier virage dans sa carrière. C'était très dur car je savais que j'étais très proche de jouer avec l'équipe première. Pas pour toujours, mais peut-être. Les blessures, comme je vous l'ai dit, ça va le marquer à vie. Victor Vázquez, il va vivre une année complète à l'arrêt, à la rééducation, et dont les 90 premiers jours seront d'être forcé à une immobilité totale, une torture pour un joueur de 22 ans à qui, pendant son adolescence, on a promis monts et merveilles, on a promis ballon d'or, on a promis des titres, on a promis d'être le symbole d'une génération incroyable. Et lui, pendant ce temps-là, alors qu'il est à l'arrêt total, il voit ses meilleurs potes de la Masia tout rafler aux 4 coins du monde, donc forcément il y a de la frustration. Il aurait pu lâcher mentalement, d'autant que son entraîneur ne le lâche pas du tout. Pep Guardiola a fait preuve sur ce coup-là d'un peu de mesquinerie, d'un peu de méchanceté gratuite pour certains. On a l'impression qu'il frappe un homme qui est déjà à terre. L'anecdote, elle vient de Victor Vázquez lui-même qui racontera dans une interview qu'alors qu'il était en pleine convalescence, immobile et qu'il s'accrochait à son rêve coûte que coûte, Pep Guardiola est venu taper à sa porte et au cours de cet échange, après l'avoir rassuré, lui avoir dit qu'il comptait sur lui, qu'il allait forcément revenir au plus haut niveau, il lui a expliqué que ce serait très certainement pas du côté du FC Barcelone. Parce que, mot pour mot, il lui a dit « Tu as laissé passer ta chance ». Des mots durs pour un homme déjà en pleine possession de ses moyens, dont l'espoir tourne totalement autour du football, mais encore plus quand on est immobilisé sur son lit d'hôpital et qu'on a besoin de soutien plus qu'autre chose. Il y a 2 façons de lire cette phrase, de lire cet échange, de lire cette anecdote. La première, c'est de penser, comme je vous l'ai dit, à de la mesquinerie, à de la méchanceté gratuite, à un côté un peu vicieux de la part d'un entraîneur qui a toujours eu du mal, cela dit, avec la gestion humaine tout au long de sa carrière. Ils sont nombreux, les exemples qu'on peut citer. Mais de l'autre côté, on peut aussi lire une forme de franchise, un peu brutale certes, mais totale, parce que oui, il y a une distance qui est en train de se creuser avec un joueur qui était déjà en difficulté, mais qu'en plus des joueurs qui sont déjà imposés, qui étaient présents à l'époque, il y a la nouvelle génération qui vient taper à la porte, emmenée par le symbole Thiago Alcantara, qui est déjà très impressionnant dans la Masia, mais aussi lorsqu'il fait ses passages en équipe première. Vázquez, il aurait pu lâcher, abandonner, être broyé mentalement, mais non, ça va être tout l'inverse. Il va s'accrocher à son destin, à son rêve, et revenir coûte que coûte. Il veut jouer, c'est le football et rien d'autre. Victor Vázquez revient donc disponible pour la saison 2010-2011. Il va avoir droit à un nouveau cadeau de la part de Pep Guardiola, celui d'évoluer encore une fois en Ligue des Champions lors du match de poule qui compte pour du beurre parce que le Barça est déjà qualifié. Cette fois-ci, il évolue face au Rubin Kazan. Un cadeau qui aurait pu être empoisonné. Pourquoi ? Parce que même s'il avait eu des difficultés à briller en équipe première par le passé, pour ce coup, Victor, il va être étincelant. Il va même inscrire le seul et unique but de cette rencontre et donc assurer la victoire du FC Barcelone. On pourrait croire qu'après ça y est, sa carrière en équipe première est lancée. C'est d'ailleurs la façon dont va être interprétée cette histoire, cette anecdote par le jeune Victor. Mais il faut croire que Pep Guardiola avait d'autres plans en tête. C'est pour ça ça a tendance à être perçu comme un cadeau empoisonné. Guardiola m'a dit qu'il m'avait donné ma chance car je l'avais mérité. Et j'y ai cru, car j'avais travaillé très dur, parce qu'il m'aimait et que depuis l'âge de 11 ans, j'étais un bon joueur. Mais en réalité, il avait d'autres joueurs en tête. Le contrat du jeune Victor arrive à échéance à la fin de la saison. Donc il faut le montrer, il faut qu'il ait de l'exposition pour pouvoir donner envie potentiellement à un club de le récupérer. C'est une forme de compassion, parce qu'en étant libre à la fin de cette saison, le joueur peut être libéré par le FC Barcelone sans qu'il y ait de frais, sans avoir la nécessité de le vendre. C'est d'ailleurs ce qui va se passer. Il ne va jamais être reconduit. Il avait 2 possibilités, le jeune joueur. La première, de tenter de convaincre son club formateur, de lui donner sa chance, mais il savait qu'il n'aurait eu droit qu'à des petites miettes de temps de jeu, ici et là, parce que la génération qui arrivait avait les faveurs de la direction, les faveurs de Pep Guardiola. Donc forcément, il ne lui resterait pas grand-chose avec le talent qui s'imposait déjà en équipe titulaire au FCB.
Alors, que faire? La deuxième possibilité, c'est de rebondir, accepter son destin et partir à autre chose. De toute façon, il est laissé au bord de la route, assez vulgairement certes, mais laissé au bord de la route par son club formateur avec qui il a tout connu dès l'âge de 11 ans, après 14 ans de bons et loyaux services, 14 ans de haut et de bas, mais 14 ans surtout où il s'est senti au sein d'une famille. Finalement, le joueur va décider de rebondir, ne pas rester au FC Barcelone, en tout cas ne pas essayer de les convaincre et tenter sa chance ailleurs, partir, vivre une nouvelle aventure. C'est comme une deuxième carrière qui commence pour lui, le premier de nombreux voyages qui vont se succéder, de nombreux rebondissements, plus ou moins douloureux les uns que les autres. Le premier voyage, il emmène Victor Vasquez du côté de la Belgique et plus précisément dans le club Bruges. Là-bas, les choses ne se passent pas forcément bien parce qu'il y a déjà un déclassement dans la tête qui se passe. On passe, sans manquer de respect à personne, du grand FC Barcelone au FC Club Bruges. Alors forcément, il y a un décalage un petit peu qui se fait, il faut rebondir psychologiquement. Et puis il y a le fait que la Masia ne forme ses joueurs qu'à un seul scénario, pas deux. C'est le fait d'être dans le succès au FC Barcelone, mais pas ailleurs. L'enseignement des langues y est limité. L'enseignement d'un football formaté avec une seule vision qui est assez collée à ce qui est pratiqué au FC Barcelone, forcément, ça limite dans les chances d'adaptation et de rebond ailleurs. Donc il faut se réadapter, il faut digérer tout ça pour notre jeune Victor Vasquez et ça va prendre un peu de temps. Donc les performances, elles sont limitées, elles ne sont pas impressionnantes lors de sa première saison. Mais quel bonheur de retrouver les terrains, quel bonheur de retrouver un club qui croit en vous et qui vous donne des chances réelles de performer. Ça, il en prend la pleine mesure. La première saison pour Victor Vasquez, elle est quand même de 47 matchs disputés. C'est énorme comparé à tout ce qu'il a connu du côté du FC Barcelone. 7 buts, 11 passes décisives. On peut se dire que c'est très encourageant pour la suite après une première saison d'adaptation, comme on l'a dit. La deuxième saison va donc laisser place aux attentes, au plaisir, au bonheur. Fini l'adaptation. On est là pour voir l'étendue du talent qui est bien installé de Victor Vasquez. Mais là encore, il va être ralenti par une blessure sérieuse à la clavicule qui va le tenir éloigné des terrains pendant pas moins de 10 rencontres sur sa saison. Mais tout de même, les statistiques, elles sont là et elles sont bien présentes. 34 matchs disputés, 20 fois décisifs sur cette saison. On est quand même sur du sérieux en termes de stats et de ratios, mais surtout il y a cette impression visuelle, parce que le football c'est pas que de la stat. Non mon ami, le football c'est aussi ce que tu apportes sur le terrain, il est repositionné dans l'axe du milieu. Ça c'est un petit peu la Barça touch qui va lui permettre de briller dans la qualité de passe. Il est impressionnant, il voit tout avant tout le monde, il est le dépositaire du jeu des bleus et noirs. Et là, il va briller et avoir le surnom même El Mago. Franchement, ça en jette de fou, c'est très classe et ça montre à quel point il s'est imposé au sein du FC Club Bruges. Il n'est pas impressionnant physiquement, mais techniquement, c'est autre chose. Il est hors du commun, ce joueur Victor Vasquez. Et lors de la saison 2014-2015, il va vivre une vraie épopée sur le plan européen avec le Club Bruges qui va atteindre les quarts de finale de l'Europa League. Une performance pour ce club qui n'est pas du tout parmi les favoris de la compétition. Sur le plan domestique, sur le plan national, il y a une Coupe de Belgique qui est remportée et une place de dauphin en championnat. Donc, grosse saison. Sur le plan individuel, il est quand même élu meilleur joueur du championnat belge, notre ami Victor. C'est une première distinction qu'il va savourer pleinement et il en a bien le droit et il a totalement raison. Alors, à titre de comparaison, oui, ça ne vaut pas les titres remportés par le FC Barcelone sur cette même saison, ni même le ballon d'or raflé par son super copain Léo Messi. Mais on n'est pas là pour comparer, on est surtout là pour savourer et vivre pleinement son aventure. Sur la saison qui suit, la troisième saison pleine, il va vivre un destin croisé avec Thomas Meunier. Ils vont être sacrée meilleure équipe du championnat belge en remportant ce championnat. C'est la première fois qu'il remporte un championnat de sa carrière avec un rôle majeur. Parce que techniquement, il a remporté des titres, notre ami Victor, avec le FC Barcelone. Mais il n'y jouait qu'un rôle mineur, que ce soit des championnats, des Ligas ou même 2 Ligues des Champions. Mais bon, il a du mal à les considérer tant son importance était minime au sein de ces épopées-là. Là, il savoure pleinement ce qu'il réussit et c'est cette façon nouvelle d'étoffer un peu son palmarès. À tel point qu'il se dit que la boucle est bouclée. Je vous l'ai dit au début de son aventure, il considérait cette histoire comme un tremplin potentiel vers des clubs plus sérieux sur la scène européenne. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme ça. Parce que faisons le bilan. Il a 29 ans déjà quand il se met sur le marché, même si il a montré de belles choses, ça reste uniquement le championnat belge. Alors, peu de clubs européens sont vraiment convaincus. D'autant qu'à 29 ans, il a montré quand même une propension à se blesser
assez facilement et à plusieurs reprises pour de longues durées. Donc ça refroidit les éventuels prétendants. Alors le point de chute, il va le trouver ailleurs qu'en Europe, direction le Mexique pour 2 millions d'euros lors du mercato hivernal 2016. Au Mexique, rien ne va se passer comme prévu pour lui. Il s'engage pour 3 saisons au club CD Cruz Azul, mais il ne va rester en réalité qu'une seule saison là-bas. La faute a de multiples raisons qui vont être exprimées en interview de la part du joueur. Les conflits en interne au sein du club qui ont handicapé les performances de l'équipe première, mais aussi les performances individuelles de Victor. Mais il y a surtout le mal-être de sa famille qui n'était pas en phase avec le train de vie que proposait Mexico. S'ils sont inquiets, alors je suis inquiet et je ne peux pas jouer à 100%. Avant d'être footballeur, c'est un homme, c'est un époux, c'est un père de famille et il a besoin que toutes les étoiles soient alignées pour pouvoir être performant. Il a un tatouage sur le corps qui est dédié à sa femme Andrea et qui dit « La vie n'a aucun sens sans toi, à toi pour toujours ». L'autre de ses priorités majeures, c'est son fils qui porte le nom de Léo. Tiens, ouais, vous avez remarqué, Léo, comme son super copain de la Masia, Léo Messi. Bref, sûrement une coïncidence qui n'a rien à voir avec leur amitié. Comme tout va mal au Mexique, il décide de mettre les voiles à l'été 2017 et il prend donc la direction du nord de l'Amérique, direction le Canada et Toronto. Et c'est une bonne décision parce que là-bas, il va retrouver le succès. Il va former un duo incroyable, détonnant, avec un ancien capitaine de la sélection américaine, Michael Bradley, mais aussi donner des caviars en veux-tu en voilà à un ancien de la Juventus Turin, un certain Sébastien Giovinco. Ouais, pour les connaisseurs, il nous a régalé celui-là. Là-bas, à Toronto, il va réaliser une performance incroyable qui est d'offrir 16 passes décisives, un record en MLS et surtout il va être dans le 11 principal, le 11 majeur de cette saison en championnat parce qu'il va aussi remporter la Cup du Canada. Bref, vous l'avez compris, une très très bonne saison, que ce soit sur le plan collectif, mais également sur le plan individuel. Son positionnement est très bon. Sa tête bouge toujours, il voit tout. Tu crois qu'il va aller d'un côté et il va faire la passe parfaite vers l'autre. On voit directement qu'il est un joueur de classe mondiale. Tout le monde est heureux, tout le monde est ravi, que ce soit ses coéquipiers, comme vous venez de l'entendre, sa famille également qui est en extase, qui est parfaitement installée du côté du Canada, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Alors tout va bien. Mais vous l'avez compris dans cette vidéo, quand tout va bien pour Victor Vázquez, eh ben c'est son corps qui va le lâcher. Et cette expérience au Canada ne va pas y échapper. La deuxième saison canadienne, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Et encore une fois, c'est les blessures qui viennent l'handicaper, le freiner, l'empêcher de trouver un rythme, de s'exprimer comme il l'entend. Et là, il est dépité. Il a les boules, il a le seum. Alors il bouge encore. Il bouge cette fois-ci dans l'espoir de trouver un autre pari. Mais là, les motivations, elle porte à confusion parce que le joueur pourrait tenter de retrouver un pari sportif, un challenge qui pourrait lui permettre de retrouver du temps de jeu comme il l'a fait lorsqu'il s'est exilé en Belgique. Mais non, il prend la direction du Qatar et là-bas, forcément on a des doutes. Est-ce que c'est le plan sportif qui l'attire ou est-ce que c'est plus pour gonfler son compte en banque à la vue notamment d'une fin de carrière qui approche à grands pas parce que non, il est plus tout jeune le bonhomme, plus du tout. Là-bas, il va connaître 2 clubs en l'espace de 6 mois seulement. 2 clubs en 6 mois. Ouais, c'est pas forcément ce qu'on appelle un pari sportif réussi. Le championnat et toutes ses caractéristiques ne conviennent pas au jeu de Victor. Alors il va encore une fois mettre les voiles et cette fois-ci, il va essayer de retrouver un environnement qu'il connaît, qui lui a permis de performer par le passé, donc direction l'Europe et la Belgique. Pas de club intéressé. Aucun, si ce n'est Eupen. Et là-bas, il ne va jouer qu'un seul petit bout de match. Vous l'avez compris, les raisons, elles sont encore une fois liées à un physique défaillant, à un physique affaibli. Alors, rien ne se passe. Ça sent la fin de carrière triste, désolante, mais surtout loin du niveau qui était espéré et loin du niveau qu'il mérite. Alors vous l'avez compris maintenant depuis le début de cette vidéo, quand ça marche pas pour Victor, il bouge loin encore, direction les États-Unis, encore. Et malgré le bon souvenir qu'il a laissé du côté de Toronto, on ne se bouscule pas au portillon pour essayer de le signer. Alors il va passer par un concept que les fans de NBA connaissent très bien, mais beaucoup plus compliqué, qui est la MLS Re-Entry Draft. En gros, c'est le même concept que la draft en NBA, mais en beaucoup plus compliqué. Il va trouver preneur, mais du côté de la Californie, et ça se passe pas bien. En 57 matchs disputés, il n'est décisif qu'à 5 reprises en tant que buteur et offrir que 9 passes décisives. Alors Toronto va se souvenir de la magie d'El Mago et va lui offrir un contrat. Mais là encore, on est loin des espérances. Blessé beaucoup, il ne va disputer que 12 matchs et n'être aucune fois décisif. Alors, vous l'avez compris, comme je vous l'ai dit, même schéma, on voyage. Quitte à voyager, il se dit autant bien voyager. Alors il offre
un nouveau concept, un nouveau style de vie au sien, à sa famille, un nouveau football, à sa carrière. Direction l'Inde, mes amis, l'Inde. À Calcutta, l'expérience, elle est pas bonne. Non, son corps continue de le lâcher. En termes de performance sportive, le East Bengal FC, c'est pas le rebond espéré. 10 matchs disputés, 0 but marqué, une seule passe décisive, les amis. Derrière, la nouvelle adresse connue, et c'est la dernière d'ailleurs, eh ben, elle est du côté d'Andorre. Il va évoluer au FC Santa Coloma, mais là-bas, il est dans l'anonymat total, dans un championnat à niveau district. Et pendant que son ami Messi brille à Miami, en prenant le soleil, en remportant même une Coupe du Monde avec sa sélection, bah lui, il joue dans les montagnes, dans un anonymat général. Plus personne ne parle de lui. La comparaison avec Messi, elle tient plus. Elle tient plus du tout. Oui, ils ont eu un passé commun du côté de la Masia. Oui, ils ont brillé ensemble, poussé le FC Barcelone et sa formation dans les plus hautes sphères du football, mais ça s'arrêtera là. Malgré son talent, il n'a jamais connu un club majeur, en équipe première en tout cas, ni en première division, et il n'a jamais disputé la Ligue des Champions à un niveau qu'on pouvait espérer, qu'on pouvait attendre de son talent. Alors on peut voir le verre à moitié vide, voire même aux 3 quarts vide, mais on peut aussi se concentrer sur le dernier quart qui nous reste. Non, il n'a pas de trophée majeur, non, il n'a pas non plus vécu la carrière qu'on espérait pour lui, mais il a tout de même vécu de sa passion, et ça, c'était pas forcément une chose aisée à faire pour lui, parce qu'il a eu beaucoup de blessures, comme je vous l'ai énuméré dans cette vidéo, qu'il a vécu des coups durs de la part de son club formateur, qui ne l'a pas ménagé du tout, mais malgré tout, il s'est accroché, il s'est battu, il a vécu de sa passion, il a pu faire voyager les siens, aujourd'hui il est papa, comblé, et ça, bah, c'est tout ce qui compte. Alors, voilà, l'histoire de notre ami Victor Vázquez, c'est ça. Oui, on peut le dire, c'est un espoir déchu, c'est un talent gâché, comme il y en a eu beaucoup d'autres dans le monde du football, et qui nous permettent d'être passionnés par ce sport, et de toujours vivre avec des et si. Et d'ailleurs, en commentaire, dites-moi, quel grand talent, quel espoir vous a le plus frustré? Dites-moi ça en commentaire. Ça va peut-être nous inspirer pour une prochaine vidéo parce qu'on va les lire attentivement. On se retrouve très vite sur Call Interview avec une autre histoire à vous partager parce que j'adore faire ça avec vous. Et merci de votre fidélité. Allez, ciao.